Radio Aléo et les élèves de Terminale Bac Pro SAPAT de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations. La trisomie 21 est une anomalie chromosomique, c'est-à-dire que la personne concernée a un chromosome de plus que chez un être humain non concerné par la maladie. Il y aurait environ 27 000 nouveau-nés par an atteints de trisomie 21. Comment accueille-t-on un enfant différent ? Pour tenter de répondre à cette question, nous accueillons Jeff, dont la fille Justine est porteuse de trisomie 21. Bonjour Jeff. Bonjour. C'est seulement à la naissance de votre fille, Justine, que vous avez appris qu'elle était porteuse de la trisomie 21. Comment avez-vous réagi ? On n'a pas appris à la naissance, donc c'est là que c'est le plus lourd à entendre, c'est qu'en fait on l'a appris parce qu'on avait des doutes à la maternité, mais on a dû attendre quelques jours avant d'être sûr qu'elle était bien trisomique. Notre vie s'est effondrée au moment d'apprendre cette nouvelle parce qu'on s'en était pas douté jusque-là et on n'y avait pas été préparé. Ce genre de nouvelle est difficile à annoncer. Comment ça s'est passé pour vous ? Est-ce que ça s'est fait en douceur ? Ça s'est très mal passé, il n'y a pas d'autre mot, et ça s'est fait dans la violence, c'est-à-dire que comme on n'avait pas été préparé, on nous a annoncé cette nouvelle parce qu'on refusait de quitter la maternité ayant des gros doutes sur la trisomie de notre fille. On voyait qu'elle avait un petit peu les mains carrées, enfin un petit peu des signes. Déjà à l'échographie, nous on avait des doutes. Donc quand on a appris la nouvelle, suite à notre refus de partir, on a été convoqué donc à la maternité. Le pédiatre nous a reçus dans un bureau. Voilà, on nous a dit en fait vous avez raison, votre fille est bien porteuse de trisomie, donc profitez-en bien, c'est les meilleurs moments et normalement vous devez rendre votre chambre à midi, mais vous pouvez rester jusqu'à 14h si vous voulez pour encaisser la nouvelle. Et j'ai pas de mots parce que c'est entre le désespoir et puis la rage quand on apprend une nouvelle comme ça. Le deuxième rendez-vous s'est fait au centre hospitalier universitaire de Dijon, service neurologie, génétique. Ça s'est fait un petit peu dans la même ambiance, donc on a été reçu par un généticien avec des étudiants derrière lui, il y avait des observateurs, il y avait une infirmière, et puis un petit peu le même dialogue en nous disant voilà, elle est trisomique, on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas si elle va évoluer. Profitez-en bien. Alors ça, c'est une chose qui est restée gravée chez nous parce que nous, on a notre enfant, enfin l'amour de notre vie qui est là et on ne sait pas comment ça va se passer. Et on attendait plus des solutions. Donc c'est des questions qu'on a posées, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on peut faire ? On n'accepte pas la nouvelle, on n'accepte pas ce qui se passe. Je vous la fais courte, mais en gros, on nous a dit il y aura un suivi médical, il y aura un parcours de santé, tout est prévu. On était toujours bloqués dans notre désespoir parce que tout tombait dans les mêmes journées, si vous voulez. Et puis à la fin, on nous dit non, mais bon, sinon, il y a bien une solution. Alors nous, la solution, on imaginait une piqûre et puis tout est guéri. Elle n'a plus la trisomie, elle va être guérie. Non, c'est pas ça. On nous a dit si vous voulez, vous la laissez là. Et puis vous repartez. Alors on n'a pas bien compris parce qu'on se dit la laisser là, mais alors ils vont nous la soigner, ils vont la mettre en observation, on ne comprenait pas. Non, vous la laissez là et vous repartez. Donc en gros, on nous a proposé un abandon. Voilà dans quel contexte ça s'est passé. Si vous aviez su avant que votre fille fût porteur de la maladie, auriez-vous pensé à l'avortement ou pas du tout ? Alors c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre aujourd'hui parce que Justine est une petite fille merveilleuse, c'est un enfant majeur maintenant, qui est épanoui, qui a sa vie, qui est heureuse. On fait tout pour qu'elle s'intègre dans la vie. On ne peut pas dire, et je me refuse à dire ce qu'on aurait fait, parce que c'est pas maintenant qu'il faut poser la question, justement. La décision elle aurait peut-être été prise avant, mais après on ne peut pas répondre à la question. La trisomie 21 engendre des handicaps. Pouvez-vous nous expliquer en quoi le comportement de votre fille pouvait être différent de celui des autres enfants ? La trisomie est le plus connue pour l'aspect mental, le retard mental, donc c'est plus long pour l'apprentissage, plus long en croissance aussi au niveau du corps. Il y a ce problème de chromosomes en trop qui dérègle tout l'aspect santé. Donc il y a un parcours de santé qui est bien connu pour la trisomie, avec le souffle au cœur à 6 mois, la cataracte à 3 ans, les gros problèmes d'orthodontie. Tout ça se soigne, il y a des dentistes, il y a des cardiologues, mais en fait c'est fait un parcours santé qui est très contraignant et très chargé, quoi. Et elle a donc beaucoup plus de problèmes de santé que des gens comme vous, parce que du fait qu'elle ait par exemple les orifices plus petits du nez et des oreilles, ça veut dire des rhinos, des otites. C'est juste un exemple, mais en fait tout est déréglé, tout se suit, donc il faut vraiment suivre le protocole de soins, parcours santé, quoi. On sait que cela a parfois été compliqué pour vous, notamment avec les crèches.
Pouvez-vous nous raconter quelques anecdotes qui vous ont marqué en tant que papa ? Oui, la première fois qu'on a voulu la faire rentrer à la crèche, il y a eu des réactions un petit peu étonnantes. On nous a demandé en gros si elle bavait, si elle mordait. C'est quand même profondément choquant quand vous amenez votre petite fille, votre petit bébé. Donc Justine était très propre, elle était propre en même temps que tout autre bébé. Et elle avait un comportement bien sûr qui n'était pas dangereux pour les autres. Mais enfin, ça a été des questions qui ont été formulées de cette façon-là, quoi. Il y avait beaucoup de dysfonctionnements depuis la nuit des temps. Alors ça a beaucoup évolué aujourd'hui. Il y a des lois qui ont été mises en place en 2005. En 2007 pour l'intégration des handicapés, que ce soit en milieu scolaire ou en crèche. Il y a une grosse enquête qui avait été faite aussi par les centres universitaires, c'était au niveau national, concernant les enfants qui avaient des anomalies chromosomiques. Ils nous ont interrogés, nous demandant si on était d'accord pour participer à une enquête. Alors c'était une enquête poussée pour savoir justement si le système français actuel était adapté à ces enfants, que ce soit en milieu scolaire, en milieu hospitalier. Donc avec un triple parcours, on va dire. Il y avait en gros, quand j'allais au centre universitaire de Dijon, Justine subissait des examens donc psychologiques, psychiatriques, psychomoteurs, et nous on était questionnés, enfin moi en tant que papa j'étais questionné sur justement est-ce que ça se passe bien au niveau de la crèche, comment elle va faire sa rentrée scolaire, sa rentrée à l'école, est-ce que vous avez les aides nécessaires financières ou médicales. Cette enquête a été faite sur 1000 enfants au niveau national, et c'est ce qui fait avec beaucoup d'inertie évoluer la législation, évoluer les aides, puis évoluer les gens qui s'occupent justement de personnes handicapées. Mais c'est très long, ça je vous raconte de ça s'est passé il y a 17 ans. Et du coup, à la suite de la première crèche, vous avez réussi à en trouver une pour votre fille ? Dans cette crèche-là, elle a été acceptée quand même. Donc elle a été mise sous observation, un petit peu à l'essai. Ça s'est très très bien passé. Et puis il y a deux personnes qui l'ont pris un petit peu sous leur protection et qui s'en occupaient un petit peu plus que les autres. Mais ça s'est très bien passé. Puis après, ils ont très, très vite vu que c'était un petit bébé comme les autres, quoi. Lors d'un diagnostic de la trisomie avant la naissance, 96% des personnes décident d'avorter. 96%, c'est un chiffre important. À votre avis, pourquoi ? Aujourd'hui, on nous montre plutôt les cas graves de trisomie. On aime bien, au niveau des médias, émouvoir les gens, faire pleurer les gens. C'est vrai que quand on parle de trisomie, tout de suite, on imagine, je vais la faire courte, l'enfant qui est petit, qui bave, qui tire la langue et puis qui comprend rien. C'est pas du tout le cas. Il y a beaucoup d'enfants trisomiques maintenant qui sont évolués, il y en a qui travaillent. On a même une femme trisomique qui est députée en Espagne, c'est pour vous dire à quel point. Il y a différents degrés. Mais aujourd'hui, la médecine n'est pas capable de vous dire quand votre bébé naît, même avec des tests génétiques, ça va être un cas lourd ou ce sera un cas léger qui va être épanoui, qui saura lire. On ne sait pas vous le dire à la naissance. Alors je comprends que certains parents aient peur de ça. On ne croise pas souvent de personnes porteuses de trisomie 21. Avez-vous vécu des discriminations face à la maladie de votre enfant ? Avez-vous souffert du regard des autres ? Et si oui, pouvez-vous nous expliquer comment ? Si on fait attention, on en croise quand même souvent. Bon, c'est vrai que ça concerne une naissance sur 400, une naissance sur 600, ça dépend des pays. Ces enfants, on les voit souvent dans les milieux culturels parce qu'ils aiment beaucoup la musique, ils aiment beaucoup l'image, l'interaction. Si vous faites attention, vous allez voir dans des lieux comme ça. La discrimination, oui, elle l'a connue depuis toute petite, que ce soit donc à la crèche, que ce soit au parc, on allait jouer l'après-midi comme tous les enfants. À la caisse, simplement, quand vous êtes en train de faire vos courses, vous attendez à la caisse. Le regard des autres qui est très très lourd à porter, non seulement pour elle, parce qu'elle s'en rendait compte, même petite, puis pour les parents, parce que ça pèse doublement. C'est notre fille, c'est nous qui l'avons créée, engendrée, on l'aime et on voit ces regards pesants sur elle, quoi. On sait qu'il existe des établissements IME, Instituts médicaux éducatifs, qui accueillent des enfants en situation de handicap. Pouvez-vous nous expliquer le parcours scolaire de votre fille ? Le parcours scolaire, il y a plusieurs étapes. Vous avez la partie école maternelle, école élémentaire. Donc à l'école maternelle, elle était scolarisée normalement avec une auxiliaire de vie, AVS, à l'époque ça s'appelait comme ça, avec un soutien par le CAMS. Alors c'est Centre d'action médico-sociale précoce pour les enfants entre 0 et 6 ans, qui comprend une antenne avec un support psychiatrique, de la
motricité et de l'orthophonie. Passé les 6 ans, donc quand vous rentrez à l'école élémentaire, ça passe en section CLIS, donc ce sont des classes allégées. Alors CLIS, je crois que ça s'appelle Ulysse maintenant, et on dépend d'une antenne CESAD. C'est un petit peu le même principe, sauf que c'est pour les enfants plus grands, donc de 6 à 12 ans, avec une équipe pareil, médico-sociale, et puis des soins qui sont un petit peu différents, parce que l'enfant grandissant, au niveau pédopsychiatrie, c'est complètement différent, quoi. Passé l'âge de 12 ans, donc elle a quand même fait son entrée au collège. On a tenté la rentrée au collège. Il n'y avait pas d'AVS pour sa rentrée, comme ça a été souvent le cas. Il y a toujours des difficultés, des courriers à faire, des émissions radio à faire pour montrer que l'intégration des enfants handicapés n'était pas gagnée à l'époque. Et au collège, malheureusement, elle a subi du bizutage. Donc des enfants des troisièmes, en plus les plus grands, lui faisaient faire des bêtises, la bizutaient. Et grâce à d'autres troisièmes beaucoup mieux attentionnés, on a appris la chose et l'ont pris sur leur protection. Mais trouvant pas d'AVS, en fait, on lui a fait quitter le collège subitement. Il n'y avait pas le choix, il fallait qu'on la protège. Et donc elle est partie sur une filière IME. L'IME, c'est vraiment la suite, enfin si vous voulez, que votre enfant rentre en ESAT plus tard, en accompagnement travail. Aujourd'hui, on s'oriente vers ça, mais l'IME va l'attester. Si l'enfant est un cas, on va dire, plutôt lourd avec des difficultés, il va plutôt être en centre d'accueil. S'il est début d'épanouissement, début d'autonomie, il va peut-être travailler. Aujourd'hui, ma fille, ce sera ça, elle va travailler certainement à mi-temps. Travailler le matin en ESAT, et puis l'après-midi, elle sera en centre d'accueil. Et puis, il y a des enfants qui travaillent pleinement, à 100% de leur temps. Voilà. Le but, c'est qu'elle soit heureuse, épanouie, elle aime bien travailler. Alors, bien sûr, les trisomiques sont plutôt des tâches répétitives, mais aujourd'hui, les ESAT sont capables de proposer des emplois qui sont vraiment adaptés à leur motricité, à leur part intellectuelle aussi, puis physique, quoi, bien sûr. Accompagner un enfant en situation de handicap demande du temps et de l'investissement. Comment vous êtes-vous organisé professionnellement et personnellement? Avez-vous dû arrêter certaines activités? Moi, j'étais cadre dans l'ingénierie et la construction, beaucoup d'heures de travail, beaucoup de déplacements. Et quand on a eu Justine, c'était plus tellement possible que de faire ça. J'ai essayé de demander un temps partiel, à 80%, et on m'a fait comprendre que l'état de santé de ma fille n'était pas compatible avec mon métier. Donc c'est pareil, ça c'est des choses qu'on pouvait vous dire il y a 17 ans. Aujourd'hui, ça finirait aux 20 heures, je dirais. Voilà, donc j'ai pas eu le choix, j'ai dû quitter mon emploi et je me suis mis à mon compte pour pouvoir disposer de mon temps et être disponible quand ma fille avait besoin de moi. Donc en gros, moi j'ai divisé mon salaire par 3. C'est compliqué, mais on ne met pas dans une balance l'amour et l'aide qu'on peut apporter à son enfant et puis de la finance. Enfin, pour moi, il n'y avait pas de discussion possible. Moi, j'étais dans le privé. La maman de ma fille, elle est dans la fonction publique. Il y a un petit peu plus d'avantages, c'est-à-dire qu'elle a pu avoir un mi-temps, indemnisé en partie, donc ça a été un petit peu plus simple. Votre femme a continué de travailler et vous, vous êtes occupé de votre fille? Non, aujourd'hui on est séparés. C'est encore une chose que la découverte du handicap a fait voler en éclats, donc les vies professionnelles mais aussi notre vie amoureuse. On était un beau couple, c'est pour ça qu'on a fait un enfant d'ailleurs. Et le fait d'apprendre la nouvelle qui a été, je dirais, encore plus difficile à percevoir pour la mère de ma fille, parce qu'elle avait eu dans sa famille déjà 2 cas d'handicap mental, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'elle craignait absolument puis qu'elle ne voulait pas. Et le fait de ne pas avoir été préparé, vous parliez de la décision qu'on aurait prise, on n'a pas pu la prendre. C'est la plus grande souffrance qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est de ne pas y avoir été préparé. Même si vous dites on garde notre enfant, vous y êtes préparé, vous avez le temps de rencontrer des gens qui ont déjà vécu ça, de voir des enfants qui ont des parcours, des enfants adultes qui sont trisomiques, avec 20 ans d'avance, vous voyez, vous avez une visibilité. Donc voilà, du côté de la mère de ma fille, c'est compliqué aussi. La trisomie 21 empêche de faire certaines choses. Votre fille peut-elle passer son permis de conduire, avoir un appartement ou cuisiner ? Cuisiner, elle aime beaucoup, elle apprend, donc elle apprend à l'IME, elle apprend avec moi, j'aime beaucoup cuisiner, donc je lui apprends, ça fait aussi partie de l'apprentissage de la vie, je apprends à cuisiner dangereusement, au gaz, mais elle maîtrise bien tout ce qui est manuel, elle a conscience de ce qui est dangereux au niveau des brûlures, au niveau d'électricité, ça en prend conscience. Pour la conduite, aujourd'hui, rien n'interdit à un trisomique de passer son permis de conduire, il faut être juste en faculté physique et intellectuelle de conduire, donc elle pourra tenter. Je lui apprends les risques de la route, mais c'est vrai qu'au niveau de l'attention et des risques, elle a encore un petit côté enfant où elle ne se rend pas toujours compte du danger.
Pour l'appartement, j'espère qu'elle aura. Elle aura en tout cas, je pense, un appartement en foyer. Peut-être qu'elle aura son appartement autonome. C'est un petit peu tôt pour le dire, elle a que 18 ans et demi. Mais c'est pareil, quand je lui pose la question, je dis, si tu as un appartement, tu sais que tu auras des choses à faire. Elle me dit, oui, je sais. Passer l'aspirateur, faire les courses, regarder la télé. Donc elle est bien consciente de tout ça. En tout cas, un appartement en foyer, oui, protégé, ouais. On sait que votre fille a maintenant 18 ans, elle commence sa vie d'adulte. Comment vivez-vous la situation? Appréhendez-vous le futur? Elle arrive à 18 ans, alors ça change beaucoup de choses parce que l'IME, elle pourra y rester jusqu'à 20 ans. Après, il faut qu'elle rentre soit dans le monde du travail, soit qu'elle change d'établissement. On l'encourage toujours, je la suis, on la protège toujours. Ce qui a changé, arrivé à l'âge de 18 ans, c'est que, puis ça nous est arrivé un peu rapidement, c'est qu'elle est devenue majeure. On n'a presque plus aucun droit sur elle au niveau des papiers, malgré qu'on soit ses parents. Donc il faut passer par le stade du tribunal judiciaire pour qu'elle soit sous curatelle ou tutelle. Donc toujours pour la protéger, pour lui faire ses papiers. On est un petit peu en train de revivre ce qu'on a vécu quand elle est née, en se disant comment on allait faire pour la protéger. Et puis, comme je suis séparé de la maman aussi, c'est pas évident, parce que la maman a fait ses demandes de son côté, et sans m'en informer, donc c'est un petit peu... voilà, c'est ce que je dis aussi aux gens qui s'occupent des personnes handicapées. Pensez bien à informer les deux parents, surtout si les deux parents sont présents. Moi, ma fille, elle est un tiers du temps chez moi, donc un tiers du temps de l'année chez moi. L'éducateur référent qui me fait des comptes rendus précis, réguliers, et qui les fait aux deux parents. Donc c'est important que les deux parents qui ont eu leur enfant continuent d'avoir les comptes rendus, les évaluations, les choix de vie aussi, parce que c'est nous qui donnons notre avis, si on veut qu'elle poursuive au travail, si on veut qu'elle soit en foyer protégé. Comment imaginez-vous l'avenir de votre fille? J'imagine maintenant un bel avenir, ce qui n'était pas facile à imaginer quand elle était petite. Je pense qu'elle sera autonome, j'espère qu'elle aura sa vie amoureuse. Elle a déjà eu un ou deux petits copains, donc je lui souhaite qu'elle ait une vie comme tout le monde. Sa vie amoureuse, sa vie professionnelle, son réseau social, virtuel et réel surtout, mais virtuel elle en a déjà un, donc voilà, une vie comme tout le monde. Pour terminer, pouvez-vous nous raconter un souvenir avec votre fille qui restera jamais gravé dans votre mémoire? Il n'y a que des anecdotes, parce que ce sont des enfants qui n'ont pas de filtre. Ils vont vous dire comme ils ressentent, comme ils pensent. Des anecdotes, il y en a tout le temps. Justement, le premier signe d'intelligence, c'est quand on sait tricher. Bon, normalement, on ne doit pas tricher, mais elle se faisait un plaisir de tricher à la bataille, de tricher parce qu'en fait, ces enfants-là, elle a une très très grande mémoire. Elle arrive à mémoriser les cartes. Quand elle était petite au mémo, qu'en adulte normal, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, on arrive à mémoriser une douzaine de cartes. Elle, je crois que jusqu'à 30, 40 cartes, elle mémorisait les cartes. Donc voilà, c'est des anecdotes où elle voulait faire des parties de choses qu'elle maîtrisait bien. Et puis, quand je lui montre des photos de son papa ou de sa maman quand on était petit, moi je lui montrais, toi, tu as 6 ans, voilà, moi je ressemblais à ça à 6 ans, machin. Bon, maintenant je lui montrais à quoi je ressemblais à 18 ans, elle me dit, t'as changé, papa, vraiment, t'as changé. Merci Jeff du temps que vous avez consacré pour répondre à toutes nos questions sur la maladie de la trisomie 21. Si vous, auditeurs, vous voulez en savoir plus sur la maladie, nous vous conseillons d'aller vous rendre sur le site https://trisomie21-france.org/la-santé/. Merci. Radio Aléo et les élèves de terminale Bac Pro SAPAT de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations.